Bon matin à vous tous, ici Justin Larochelle d'imofacile.ca à mes entrevues chaque matin depuis le COVID. On a commencé ça le 16 mars, je crois. Je suis rendu à l'entrevue numéro 94. Manquez pas l'entrevue numéro 100. Vous allez voir cette semaine qui va être notre invité. On va vous présenter ça sur Facebook. N'oubliez pas que nous avons des entrevues encore toute la semaine. Bougez pas, je vais vous dire qui s'en vient cette semaine. Nous avons, demain, on est off, c'est le 24 juin. On a Céline Vallière, qui est une avocate qui va venir nous présenter l'intelligence émotionnelle en affaires. Elle est négociatrice, médiatrice, excusez-moi. Vendredi, on parle de comment financer ses biens mobiliers et non pas immobiliers pour vos immeubles, comme les thermopompes, les cabanons, etc. Samedi, c'est le samedi des présidents. On a un président d'une entreprise, Normand Lebeau, qui va être avec nous, de Mandrake. On a dimanche, Intégrité en affaires, Jocelyn Rioux, et la surprise pour la 100e qui va vous être annoncée cette semaine. Manquez pas ça. Pour l'été, on va continuer les mardis. Fait qu'à chaque mardi matin, je vais avoir une entrevue avec une personne de l'industrie ou un président d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Patrick Barriot, qui est mon comptable fiscaliste. Super occupé de ce temps-ci, Patrick. Oui, très occupé. Le mois de juin, c'est un de nos plus gros mois de l'année. Excellent. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. On a plein de belles personnes qui sont avec nous autres. Kevin, Chantal, Robert, Tiwa, Sophie qui est là avec nous un matin, Monsieur Papillon, Pierre Papillon qui est avec nous autres, et Linda, Shérif, Steve, plein de belles personnes qui sont là aujourd'hui. Et je m'attends à voir pas mal de monde aujourd'hui, Patrick. Je pense que la fiscalité, ça l'intéresse bien des gens, mais avant de parler fiscalité, on va parler Patrick Barriot. OK? Qui est Patrick Barriot? T'as étudié où? Tu viens de quelle région? Et parle-nous un petit peu de toi. Oui, ben en réalité, moi, je suis natif de Laval, la rive nord de Montréal. OK? Assez rapidement, j'ai déménagé sur la rive sud. Fait que présentement, je suis en Montérégie, sur la rive sud. J'ai fait mes études en comptabilité à l'UQAM à Montréal dans les années 90 et j'ai le titre de CPA-CA depuis 2001. OK? Et la maîtrise en fiscalité depuis 2003. Fait que ça fait entre 15 et 20 ans que je pratique en fiscalité comme CPA-CA, comme fiscaliste. OK. J'ai fait ma maîtrise en fiscalité au HEC et mon CPA-CA à l'Université de Sherbrooke. Autre que ça, j'ai commencé ma carrière chez Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal, dans les cabinets comptables pendant 10 ans, avant de quitter pour démarrer mon propre cabinet comptable en 2007. Ça fait quand même plusieurs années là, que je suis en pratique privée. Fait que là, nous, on est un bureau à Saint-Hubert. On est 6 personnes. Je suis le seul CPA, CA fiscaliste. Par contre, j'ai une directrice puis plusieurs techniciens. OK. On a une passion, de par ma passion, beaucoup de clients en immobilier, puis on aime les clients en immobilier. Oui, parce que je peux te dire que tu en as plusieurs. Il y a plein de gens qui me disent Ah, j'ai parlé avec Patrick, il m'a dit ça, il m'a dit ci. En passant, si vous avez des questions supplémentaires aujourd'hui, Patrick, ça va lui faire un plaisir de répondre. Le seul petit point, c'est que présentement, il est dans un hyper rush avec ce qu'il vit présentement. C'est que si vous avez des questions en dehors de l'entrevue aujourd'hui ou vous voulez devenir client de Patrick, envoyez-lui un courriel et soyez pas surpris si ça prend 2 semaines à répondre parce que il termine sa saison, sa grosse saison avec tout ce qui s'est passé avec le PCU, puis le COVID, puis et tout là. Fait que tu me disais que ça pouvait prendre quelques jours ou semaines à répondre, c'est ça? Oui, ben, je dirais que jusqu'au 30 juin, qui est la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, on arrive au mois de juillet. À partir de la première semaine de juillet, là, ça va se libérer. On a plus une période occupée là, jusqu'au 30 juin, qui est mardi prochain. Excellent. La semaine de juillet, tranquillement, on va revenir à la normale. OK, excellent. On va parler de dépenses en capital et de dépenses courantes, puis on va aller voir du côté l'immobilier locatif. Fait que, en premier, peux-tu te donner la définition de c'est quoi une dépense en capital et c'est quoi une dépense courante aussi? OK.
Ben, généralement, il y a plusieurs dépenses courantes qu'on pourra regarder tantôt. Puis c'est quoi une dépense courante? C'est une dépense qui est déductible dans l'année où elle est engagée à l'encontre du revenu locatif. Fait que quelqu'un qui a un immeuble à revenu va avoir des revenus locatifs de ses locataires. Et ce qu'il va pouvoir déduire comme dépense courante, il va avoir tous les frais annuels courants. On voit là-dedans les taxes municipales, les taxes scolaires, les intérêts sur le prêt hypothécaire, les assurances, la publicité pour essayer de louer les logements, les frais de bureau. On va pouvoir déduire également tout ce qui est le volet un peu particulier, c'est tous les entretiens et réparations, rénovations. Là, ça va être important de faire la distinction entre qu'est-ce qui est une dépense courante et qu'est-ce qui est une dépense en capital. Une dépense courante, ça va être l'entretien normal annuel, on appelle. Fait que quelqu'un, on refait de la peinture, on refait de l'entretien, du déneigement, de la tonte de pelouse, ça, c'est des dépenses courantes annuelles qu'on peut déduire. Par contre, à partir du moment où on rénove un logement, qu'on crée une valeur à l'immeuble, que c'est un bien plus durable qui va durer sur plusieurs années, on vient indiquer que ce n'est pas nécessairement une dépense annuelle, ça ne reviendra pas à 3 ans. On investit pour quelques années. Là, dans un cas comme ça, on pourrait avoir la possibilité de déduire cette dépense-là, mais par le biais de ce qu'on appelle l'amortissement. Fait qu'une dépense en capital, c'est quoi? C'est une dépense qu'on va ajouter au coût du bien. Au lieu de la déduire, on l'ajoute au coût du bien, qui est la bâtisse, par exemple. Et après ça, on peut amortir cette dépense en capital-là à 4 par année, qui est le taux d'amortissement sur les bâtisses. Et est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, l'amortissement? Oui, l'amortissement, en réalité, juste pour continuer une petite précision sur la dépense en capital, c'est que il y a plusieurs positions du ministère qui viennent indiquer qu'est-ce que l'ARC et Revenu Québec considèrent une dépense en capital ou une dépense de nature courante qui est déductible. Je donne toujours l'exemple, quelqu'un qui a un immeuble locatif à revenu, qu'il possède depuis plusieurs années et que le toit est à refaire. Et là, on va se poser la question, est-ce que refaire une toiture qui coûte, je ne sais pas moi, 15 000 est-ce que c'est une dépense annuelle courante qu'on peut déduire? Ou on viendrait dire que c'est plus une dépense en capital parce que ça a une durée de vie sur plusieurs années. Le ministère, ce qu'il vient de dire, c'est que si ça fait plusieurs années qu'on possède l'immeuble, qu'on remplace la toiture par la même qualité de matériaux, on n'augmente pas la qualité des matériaux, on n'augmente pas la valeur de la bâtisse, on la met juste dans son état d'origine. Une toiture fonctionnelle, on pourrait déduire comme dépense courante, même si généralement, ça pourrait être considéré comme une dépense en capital, parce que ça a une durée de vie sur plusieurs années. À partir de ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait la toiture, le 15 000 on pourrait le déduire à 100 l'année où on l'a engagé. Par contre, si l'exemple 2, on prend une toiture qu'on avait en bardeau, on décide de faire une toiture métallique. Là, on augmente la qualité, on augmente la durée de vie et tout ça. Là, ça serait une dépense plus en capital. Fait que ce qu'on ferait, on prendrait le 15 000 on viendrait l'ajouter au coût de la bâtisse. Et ce 15 000 $-là, on pourrait prendre une dépense d'amortissement de 4 sur le coût du 15 000 $. Puis on pourrait déduire la toiture, mais sur plusieurs années, au lieu de la déduire dans l'année où est-ce qu'elle est payée. C'est quoi l'amortissement? Ben, l'amortissement, en réalité, c'est que le ministère permet de déduire une partie du coût de la bâtisse. Quand on achète un immeuble, si on paye un immeuble 1 million, à l'achat, il faut faire une ventilation. Qu'est-ce qui est le million, qu'est-ce qui est la portion bâtisse, qu'est-ce qui est la portion terrain. Oui. La portion bâtisse, on peut l'amortir à 4 par année. Ça veut dire qu'on peut prendre une dépréciation, une dépense comme dépense courante, qui est une dépense d'amortissement, à l'encontre du revenu de loyer l'année où est-ce qu'on fait nos impôts. Fait que généralement, en pratique, la manière ça fonctionne, c'est qu'on fait les impôts, par exemple, de quelqu'un qui a un immeuble locatif. On vient tout calculer ses revenus de loyer, moins toutes les dépenses courantes. Et là, on arrive avec un revenu net fiscal après dépenses. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut réduire ce revenu net-là pour réduire les impôts? Et la réponse, c'est oui, en prenant de l'amortissement. Puis on ne peut pas créer une perte quand on est un individu particulier qui a des immeubles à revenus. Ce qu'on peut faire, c'est juste prendre l'amortissement jusqu'à temps qu'on prenne le revenu net, on le ramène à zéro pour ne pas payer d'impôts. L'amortissement, c'est quoi? C'est une dépréciation, c'est une dépense
qu'on peut déduire sur la dépréciation de la bâtisse. C'est une dépense annuelle qu'on a le choix. On peut le prendre une année et pas le prendre l'année d'après parce qu'on a plus d'entretien et on n'a pas de revenus. Là, on ne prend pas d'amortissement. Et ce qui se passe, c'est à la vente, si l'immeuble a pris de la valeur, ben en réalité, on n'avait pas à prendre de dépréciation sur l'immeuble, elle a pris de la valeur. Fait à la vente de l'immeuble, ben là, il faut s'imposer sur l'amortissement qu'on a pris depuis le début. Fait qu'en réalité, on peut le voir comme c'est un report d'impôt. C'est un report d'impôt. Puis il y a comme deux écoles de pensée là-dedans. Hein. Tu parles à un comptable, il va te dire ah, prends pas d'amortissement. Puis tu parles à un autre comptable, puis il va te dire ah non, non, il faut que tu prennes l'amortissement, tu vas réduire ton profit payable d'impôt. Puis toi, c'est quoi ton école de pensée de ce côté-ci? Ben, il faut faire la distinction entre l'immeuble à revenu, est-ce qu'il est détenu par un individu, un particulier, que c'est dans ses impôts personnels, okay, ou par une incorporation, une société par action. Okay. Si l'immeuble est détenu par un individu, on le sait qu'avec ce que je viens de dire juste avant, on le sait qu'on va payer de l'impôt sur cet amortissement-là l'année de la vente. Fait que là, on va calculer tous les amortissements qu'on a pris dans les années antérieures. Si on en a pris pendant 10 ans, puis que ça donne 50 000 il faut rajouter 50 000 de revenus d'amortissement. On appelle ça la récupération d'amortissement dans les impôts. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'à la vente, le taux d'impôt de l'individu risque d'être près du 50 ou 53 qui est le taux maximal, le taux marginal d'impôt, parce qu'on va avoir le gain en capital sur la vente d'immeubles, on va avoir les revenus de loyer, la portion de l'année avant la vente, on va avoir les autres revenus personnels de l'individu. Fait que, généralement, on va être à 50 en sachant qu'on va s'imposer quand on va vendre à 50 ou près de 50 bien là, il faut se poser la question, quand je prends mon amortissement chaque année, à quel taux je peux la déduire? Généralement, quelqu'un qui déduirait de l'amortissement à 30, 32 ou 35 parce qu'il est à un taux d'impôt plus bas, ben, on n'ira pas nécessairement prendre l'amortissement automatiquement parce qu'on sait qu'on a une déduction à 35 par exemple, qu'on va s'imposer plus tard à 50. Fait que la seule raison pourquoi on le ferait, c'est la personne sait qu'elle va détenir l'immeuble très, très, très longtemps, que le 50 va être payé très loin dans le temps. Là, on vient dire, ben, avec cet argent-là que je sauve au niveau de l'impôt, je peux le réinvestir. Exact. Mais ça coûte plus cher plus tard, c'est un effet de levier, je peux réinvestir, je sauve de l'impôt immédiat. Excellent. Hey, on a une question sur les dépenses courantes qui est apparue de Mana. Il demande si je fais des rénovations. Si un locataire fait des rénovations à l'intérieur d'un logement, par exemple, on paye la peinture. C'est quoi la façon de faire? Est-ce que c'est le locataire qui va acheter sa peinture? Est-ce que je l'achète, je le donne? Comment tu vois ça? Est-ce que je fais un rabais sur son loyer? Non, moi, j'irais plus à fournir la peinture au locataire et payer. Et juste payer la peinture, l'acheter, puis lui fournir pour son logement. Excellent. On dépense courante à 100% de déductible. T'as un petit peu, bouge pas. Michael qui demande Michael Allen, que tu connais très bien. Oui. Patrick, si on achète les actions et on change la toiture, comme tu disais, est-ce qu'on pourrait prendre 100% de la dépense dans l'année courante? Ben, en réalité, là, si je comprends bien, c'est que tu as une société par action qui détient un immeuble puis elle change la toiture. Non, c'est une compagnie, je sais son brevet, il achète une compagnie, puis il achète les actions de la compagnie, OK? Puis là, il veut changer la toiture. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien que ce soit l'achat des actions de la compagnie ou que ce soit l'achat de l'immeuble. Ça ne change rien. Il y a juste des règles, tantôt, ce que je parlais au niveau de la toiture, si on reste dans les mêmes matériaux, même qualité de matériaux et tout ça, qu'il y a une souplesse administrative en réalité qui vient dire que ce n'est pas une dépense en capital, même si la loi de l'impôt viendrait dire que ça serait possiblement une dépense en capital parce que c'est un investissement à long terme. La toiture, on ne la fait pas tous les ans. Fait que théoriquement, la loi de l'impôt vient dire que ça sera une dépense en capital, mais les ministères ont émis des positions administratives suite à des causes de jurisprudence devant les tribunaux qui viennent dire que quand on remplace par une qualité identique ou comparable, et tout ça, on va accepter que ce soit une dépense courante. Mais cette souplesse administrative-là, que ce soit un immeuble dans une société par action ou personnelle ou qu'on ajoute les actions, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes règles au niveau de l'immeuble. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que cette souplesse administrative-là ne s'applique pas aux immeubles nouvellement acquis.
Je donne un exemple. Un individu achète un 8-plex, la toiture est déjà à refaire. Oui. Il achète le 8-plex, il paye moins cher dans son offre d'achat et tout de suite après, il refait la toiture et là, pourrait penser qu'il va pouvoir déduire la toiture au complet, mais le ministère ne l'accepteront pas. Ils viennent dire que la souplesse administrative, quand c'est des immeubles nouvellement acquis, c'est une dépense en capital. Fait que je pourrais voir le même point que ce soit acheter l'immeuble ou acheter les actions d'une société. Il faudrait voir si ça serait considéré comme un immeuble nouvellement acquis ou non, vu qu'on achète les actions au lieu de l'immeuble. Mais c'est un bon point. c'est une dépense d'entretien, mais il faudrait regarder, voir au niveau de la souplesse administrative s'il y a des causes qui ont déjà été soumises. Excellent. On a une question d'Amine. En sachant qu'un immeuble sera profitable, est-ce qu'on est mieux de faire des rénovations en fin d'année sur l'immeuble pour diminuer nos profits ou on est mieux de prendre l'amortissement? Ben, en réalité, à partir du moment où les dépenses sont nécessaires, qu'on va les faire de toute façon, ben, si on parle d'un individu qui détient un immeuble en particulier, ben, j'aurais tendance à dire faites vos entretiens, vos rénovations avant le 31 décembre. Vous allez avoir une dépense immédiate dans vos impôts immédiats du 30 avril suivant, au lieu de faire une dépense en janvier où vous allez attendre après votre économie d'impôt un an en avril de l'année d'après. Là. Ça, c'est au niveau de la dépense courante. Vous allez avoir votre déduction immédiatement. Si c'est des rénovations qui sont qualifiées de dépenses en capital, mais j'aurais tendance à dire la même chose. Si vous avez des rénovations, puis on le sait que c'est des dépenses en capital, faites-le immédiatement avant le 31 décembre. Vous allez pouvoir, parce qu'il y a une règle qu'on n'a pas parlé, mais la déduction pour amortissement, la première année où est-ce qu'on rénove, c'est pas 4 par année, c'est la moitié du taux. Fait que c'est 2 par année. En réalité, c'est pas compliqué. On fait une toiture. Si, par exemple, c'est une dépense en capital, parce qu'on le fait une toiture métallique, on augmente la durée, c'est une dépense en capital, on n'aura pas 4 de 15 000 l'année où on fait la dépense. On va avoir 2 et les années suivantes, après ça, 4 sur le sol résiduel. Fait que pour profiter de cette règle-là de 2 on est mieux de le faire en décembre qu'en janvier, parce qu'en janvier, ça va être 2 pour toute l'année qui s'en vient. On va avoir le 4 juste un an et demi plus tard. Tandis que si on l'achète en décembre, on vient d'avoir le 2 tout de suite. Dès janvier, on va pouvoir amortir l'année d'après à 4 Puis, une question si tu commandes, par exemple, des cabanons, OK? Tu décides d'ajouter des cabanons sur tes immeubles locatifs et tu commandes des cabanons, par exemple, le 1er décembre, puis ils vont arriver au mois de mars. Est-ce que c'est lorsqu'on fait la commande puis on donne, mettons, 20 de dépôt ou c'est lorsqu'on paye le final qui va faire que dans quelle année il va se retrouver? À la livraison. C'est à la livraison? Okay. Parce qu'il y a une règle au niveau de l'amortissement, c'est qu'il faut que le bien soit prêt à être mis en service. Fait que prêt à être mis en service, en réalité, c'est qu'il faut qu'il soit utilisable. Okay. C'est sûr qu'un cabanon qui n'a pas été livré, ça va être difficile à amortir un bien qu'on n'a pas encore eu la livraison pour entreposer des. Dans un cas comme ça, je dirais que c'est beaucoup plus à partir du moment où on a reçu les cabanons puis qu'à la livraison. Excellent. On a une question de Cassandra qui demande, dans l'immobilier locatif, est-ce qu'il y a un avantage de s'incorporer ou il n'y a plus d'avantage? Moi, je dirais que c'est une question, c'est vraiment une question, c'est du cas par cas, selon l'imposition des individus. C'est sûr qu'un individu que son taux d'imposition maximum est à 53 par exemple, est au taux maximal, pourra avoir un avantage à s'incorporer pour la raison suivante. C'est qu'au niveau personnel, on le sait que la personne va payer du 53 sur son revenu net locatif, revenu après dépense. Oui. Et après ça, il n'y a plus rien à faire, l'impôt est payé, c'est fini. Tandis que dans une incorporation, ça va être un 50 d'impôt pareil, mais il y a une partie de l'impôt qui peut être remboursable lorsque la société va verser des dividendes à son actionnaire individu. Fait qu'il y aura une partie du 50 qui pourrait être récupérable dans le futur lorsqu'on va sortir des liquidités de la compagnie en dividendes. Et là, l'individu va s'imposer en dividendes, mais la compagnie peut avoir un retour d'impôt l'équivalent d'à peu près 30 Fait qu'il pourra avoir un avantage entre quelqu'un, je conseille un client en particulier, ben, on paye un 50 53 de taux d'impôt, c'est fini, ou on en paye un 50 mais il y en a une partie que tu vas récupérer un jour. Peut-être qu'il peut avoir un avantage. Mais il n'est pas nécessairement immédiat. C'est un report d'impôt, ça peut être un avantage dans le futur. OK. Un élément.
au niveau de l'incorporation pour quelqu'un qui va acheter des immeubles locatifs. Je dirais un autre élément, c'est que les gens qui ont déjà des sociétés opérantes. Je donne un exemple, quelqu'un qui a une société de professionnels, qui offre des services, ou un entrepreneur en construction qui a déjà sa compagnie opérante et qui a des liquidités excédentaires pour investir en immobilier, bien, s'il achète s'il achète un immeuble au niveau personnel, il va falloir qu'il sorte ses liquidités de son incorporation. Il va se taxer en dividendes, puis c'est le net après impôt qu'il va avoir pour investir dans ses immeubles. C'est les rejets personnels. Tandis qu'au niveau d'une société holding, qu'on pourrait mettre en haut, une société de gestion, il pourrait sortir l'argent de la compagnie opérante, pratiquement libre d'impôt, puis réinvestir avant impôt dans le holding pour acheter les immeubles. Fait que là, il y aurait un avantage, pas sur le taux d'impôt annuel, pas sur l'économie d'impôt annuel, mais un avantage sur les réinvestissements pour la mise de fonds pour acheter l'immeuble. Est-ce qu'on ajoute une mise de fonds après impôt ou avant impôt avec un petit taux d'impôt dans la compagnie à 20 %? Ça, il pourrait avoir un avantage au niveau d'où provient la mise de fonds. C'est du cas par cas qu'on analyse quand un dossier arrive, un client vient me voir et il dit, ben, moi, je veux acheter un immeuble à revenu, je l'achète-tu dans une incorporation, une société par action ou au niveau personnel? C'est des questions que je vais poser. D'où provient ton argent pour la mise de fonds? Est-ce que tu l'as personnel? Est-ce que tu l'as dans une compagnie opérante? C'est quoi ton taux d'impôt personnel? Et c'est là qu'on prend la décision. Savoir si ça peut être avantageux ou non dans une incorporation. D'accord. J'aimerais ça qu'on pense que tu fasses un brain dump, OK? En français, ça veut dire faut que tu prennes ton cerveau et que tu le mettes sur la table. Je veux que tu me donnes des exemples de dépenses. Et là, si les gens veulent prendre des notes, ça va être le temps. C'est quoi des exemples de dépenses qu'on peut mettre dans l'immobilier locatif? Et vas-y tranquillement qu'on puisse les prendre en note. Fait que de qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté, puis je vais t'aider, je t'en rajouterai. À deux, on devrait être capable d'en trouver plusieurs. OK. En réalité, dans un immeuble locatif, les dépenses courantes, on va avoir les dépenses annuelles. Fait que là, on pense aux dépenses usuelles qu'on paye pour un immeuble locatif. Il va y avoir les impôts fonciers. Fait que les impôts fonciers, il y a deux genres de taxes. Il y a les taxes scolaires et les taxes municipales. Ça, c'est des dépenses courantes. Après ça, on peut déduire les intérêts sur le financement, les intérêts sur l'hypothèque. On pourrait déduire aussi l'intérêt sur une balance de vente qu'on aurait négocié avec le vendeur. Tout ce qui est intérêt sur financement, c'est des dépenses courantes. Après ça, il y a tout ce qui est frais de bureau, papeterie. On a besoin des frais de poste. On achète des baux chez Bureau en gros ou ailleurs. Tout ce qui est papeterie, frais de bureau, on peut les déduire. Les frais aussi de publicité. On fait de la publicité pour essayer de louer les logements. Tout ça, ça aussi, c'est déductible. L'abonnement à la Corpic, ça pourrait être un élément déductible aussi. Après ça, il y aurait tout ce qui est assurance, habitation. On pourrait déduire. Il y aurait, si le propriétaire a payé de l'électricité, je ne sais pas moi s'il y a des espaces communs ou une cage d'escalier ou peu importe, que c'est le propriétaire qui paye. Il y aurait tout ce qui est électricité, gaz naturel, mazout, ça, chauffage. Au niveau des petites particularités, il y aurait les CHL. On achète l'immeuble, on fait financer avec la CHL. Les CHL, il y a une règle particulière, on peut les déduire sur 5 ans. En réalité, à partir du moment où on achète un immeuble, on fait un calcul des frais de la CHL et on peut déduire un 5e à chaque année. La même chose pour les frais de financement. Si on refinance un immeuble, peu importe la raison, les frais financiers, les frais de refinancement, on peut les déduire sur 5 ans aussi. Après ça, il y a le volet qu'on a jasé un peu tantôt, les entretiens et réparations. Oui. Tout ce qui est l'entretien normal, déneigement, tonte de pelouse, taille d'arbustes, lavage de la bâtisse, lavage à pression, tout ce qui est la peinture d'un logement, service de concierge et tout ça, si on paye, tout ça, c'est des dépenses d'entretien courant. Et là, après ça, on se pose la question, les rénovations plus importantes, il faut faire une ventilation entre ce qui est dépenses courantes, qu'est-ce qui est dépenses en capital, comme on a parlé. Parfait. Et après ça, les frais de gestion de, par exemple, t'embauches un gestionnaire, ça, c'est des dépenses courantes. Mais est-ce que tu as le droit de te donner toi-même une dépense courante pour toi, faire des frais de la gestion toi-même? Tu peux pas prendre une dépense pour ton propre temps. Le ministère n'accepte pas une dépense fiscale pour la valeur de notre temps en tant que propriétaire. D'accord.
propriétaire, c'est sûr que si on détient un immeuble personnel, puis on a une autre compagnie incorporée à côté qu'elle fait de la gestion d'immeubles pour d'autres immeubles, on pourrait peut-être refaire une refacturation pour la gestion d'immeubles. Puis quand je parle de ça, souvent ce que je vois en pratique, c'est quand on a des partenaires. Je donne un exemple, on achète un immeuble à 3 personnes individuellement, en copropriété. Il y en a un des 3 qui le gère, les 2 autres sont passifs. Et la personne qui le gère ne peut pas charger des frais de gestion au niveau personnel pour son propre temps. Par contre, pourrait, par le biais d'une compagnie, facturer pour la gestion. On pratique des fois des gens qui vont créer ce qu'on appelle au niveau personnel un revenu de travailleur autonome pour la gestion. Ça se fait en pratique. Mais moi, je dirais, pour des montants plus importants, la bonne façon de faire, c'est plus par le biais d'une incorporation. Que tu peux y aller directement. On a une question qui a été posée, bouge pas. Ah, ça va assez vite, les questions, que je l'ai perdues. Ah, Mélissa, est-ce que l'installation d'une thermopompe est une dépense en capital puisqu'elle durera longtemps? Je dirais généralement oui. Les thermopompes, là, ça dépend si c'est central ou si c'est des unités murales, je sais pas moi, d'air climatisé ou des choses comme ça. Mais généralement, ça va être une dépense en capital. On aurait peut-être la possibilité, si c'est un bien qu'on appelle meuble, si c'est mural ou si ça se déplace, on pourrait avoir une catégorie fiscale à 20 par année au lieu de 4 Mais ça reste que généralement, ça va être une dépense en capital. Et si on achète des meubles pour faire de la location d'appartements meublés, est-ce que c'est capitalisable, c'est sûr, là, mais ça ne sera pas sur le 4 ça va être sur quel pourcentage? Sur 20 20 OK. Si on loue un logement meublé, tous les meubles qu'on achète, on les inclut dans une catégorie fiscale qu'on appelle 8, puis c'est 20 par année. Excellent. On va déduire nos meubles, mais on va les déduire sur plus ou moins 5 ans, un petit peu plus de 5 ans. On a une question qui est de Tiwa qui nous demande, peut-on rattraper les déductions qu'on a manquées les années d'avant? Oui, bien, il y a, au niveau de l'ARC et Revenu Québec, il y a ce qu'on appelle les mesures d'allègement pour aller chercher des crédits non réclamés ou des dépenses non réclamées des 10 dernières années. Ça, c'est possible, mais il faut faire un redressement des impôts de ces années-là, expliquer la situation pour fournir toutes les pièces justificatives, généralement. OK, fait que c'est de la job. Là, il y aurait un client qui aurait oublié de déduire ses intérêts sur hypothèque ou il aurait oublié de déduire ses taxes scolaires ou peu importe. Bon, on pourrait, avec les pièces justificatives, démontrer que ça n'a pas été déduit, aller réclamer les déductions. Ça reste que c'est toujours discrétionnaire au ministère d'accepter ou non la demande. D'accord, parfait. On a Mana qui dit, si je veux offrir une diminution de loyer à mes locataires, Mana, il faut t'augmenter tes loyers, il ne faut pas t'es diminuer, OK? Est-ce que je suis mieux de donner une carte cadeau ou je fais une réduction de loyer, laquelle des deux options me permet de déduire ça, de déduire ça de mes impôts? Ben, c'est pas une dépense parce que si tu diminues tes revenus, en tout cas, vas-y, Patrick, là, mais. Hey, c'est sûr. Là, moi, je suis toujours au niveau fiscal, puis Ghislain, toi, tu parleras au niveau rentabilité des immeubles. Ouais. L'augmentation de valeur de l'immeuble avec la valeur économique et tout ça, le multiplicateur du revenu brut est net. Généralement, on va avoir des revenus bruts le plus élevés et pas nécessairement netter nos revenus bruts avec des économies ou des déductions. Même si au net, en bas, le revenu net donne la même chose. Fait que moi, au niveau fiscal, réduire un revenu de loyer, ben, c'est comme si c'était une dépense courante parce qu'on se taxe sur moins de revenus. Fait que ça, c'est 100% déductible. Par contre, la problématique des cartes cadeaux, c'est qu'il y a des positions du ministère des cartes cadeaux, ça dépend si ça s'apparente à de l'argent ou ce qu'on appelle des frais de représentation. On donne une carte cadeau à SAQ, par exemple, ben, ça pourrait être considéré comme des frais de représentation, puis là, on pourrait les déduire juste à 50%. D'accord. Excellent. Est-ce qu'on peut capitaliser ou amortir une partie d'un toit? Par exemple, on a l'exemple tantôt du bardeau et on s'en va vers un toit métallique. Est-ce que la partie bardeau, par exemple, ça coûte 15 000 puis un bardeau coûterait 10 000? Est-ce que ce 10 000-là, ça peut être en dépenses courantes puis le 5 000 serait en dépenses amortissables? Non, c'est la totalité de la dépense qu'il faut prendre la décision si c'est capitalisable ou amortissable. On peut pas juste prendre une moitié de facture ou une partie de dépense, à moins que ce soit des travaux différents avec la facturation différente. Mais dans un cas comme ça, l'exemple de si j'avais changé la toiture en bardeau, ça aurait coûté combien?
ça me coûte juste un montant plus cher, je vais capitaliser juste la différence, on ne peut pas le faire comme ça. Parfait. J'ai qui pose la question, je détiens un immeuble du côté personnel. Est-ce que les déductions sur les revenus, donc les dépenses de l'immeuble, vont embarquer, vont tenir compte de mes revenus personnels aussi en même temps? Autrement dit, elle détient personnel, elle a des revenus de salaire, elle a des revenus d'immeuble. Est-ce que les dépenses de l'immeuble vont s'ajouter toutes dans le même tas et réduire l'impôt que je paie si j'ai plus de dépenses que de revenus de l'immeuble? Oui, la réponse c'est oui. En réalité, la manière ça fonctionne au niveau personnel, dans les impôts personnels, c'est que vous avez vos revenus standards de salaire, T4 et tout ça. Ouais. Et après ça, on a une annexe à compléter qui est les revenus et dépenses de l'immeuble. Et ce qui se rajoute à votre salaire ou à vos autres revenus, c'est le revenu net de l'immeuble après dépenses. Ça se rajoute à votre salaire et c'est là-dessus que vous êtes imposé à votre taux d'impôt. C'est sûr que dans une situation où est-ce qu'on a beaucoup de dépenses courantes, puis on a fait de l'entretien, des rénovations qu'on est capable de justifier comme dépenses courantes, ça vient nous créer une perte de 5 000 par exemple, locative. Mais le 5 000 de perte, oui, va réduire l'impôt sur le revenu de T4 de salaire. En réalité, il va avoir le même effet au niveau fiscal que si vous auriez placé un REER de 5 000 en économie d'impôt. C'est une des raisons pour laquelle aussi l'amortissement est limité pour ramener le revenu locatif à zéro et non créer une perte. Parce que les gens ne veulent pas qu'on prenne l'amortissement au maximum pour créer des pertes, pour aller chercher des récupérations d'impôts sur le salaire. Excellent. On a plein de gens qui sont en ligne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On rencontre Patrick Dario, comptable fiscaliste, et c'est Justin Larochelle, imofacile.ca. Si vous aimez les entrevues, allez donc cliquer vers un j'aime ou un beau cœur qu'on va envoyer à Patrick. Je sens qu'il manque d'amour, hein, Patrick, un matin? Avec tous tes chiffres, tu ne vois pas grand monde, toi, là, dans ton bureau. On a Marc Gaulin, bon matin Marc, qui nous demande, auriez-vous des exemples de dépenses en capital autres que la toiture? Exemple, plomberie, électricité, fenêtre, etc. Oui, il y aurait tout ce qui est portes et fenêtres. Ça pourrait être des dépenses en capital, le remplacement des portes et fenêtres. Encore là, il faut faire la nuance si on remplace avec de la qualité comparable, si ça fait longtemps qu'on détient l'immeuble. Et tout ça, là, on pourrait peut-être avoir une argumentation de dire que c'est une dépense courante. Ou sinon, c'est des dépenses en capital. Dépenses en capital, ça pourrait être faire un logement supplémentaire. Toute la rénovation du logement, les cuisines, salles de bain et tout ça, c'est un nouveau logement, c'est un nouveau bien. C'est de la capitalisation. Même refaire un logement en entier, ça peut être de la capitalisation, sauf peut-être dans certains cas particuliers où est-ce qu'il y a un locataire qui a quitté et qui a endommagé les lieux, puis on fait juste remettre les lieux dans un état normal, louable. Là, on pourrait se poser la question si c'est pas une dépense courante. Ou sinon, il y a tout ce qui est les galeries, par exemple, une dépense en capital. Ça pourrait être, on a des galeries en bois traité et on décide de refaire tous les balcons en béton. Ou en fibre de verre. Là, on augmente la qualité, on augmente la durabilité, tout ça, ça pourrait être des dépenses en capital. D'accord, excellent. D'autres dépenses en capital qui nous vient à l'esprit, c'est tous les frais d'acquisition d'un immeuble. Lorsqu'on achète un immeuble, tout ce qui est les frais d'acquisition, inspection en bâtiment, évaluateur agréé, droit de mutation, frais de notaire, tout ça, c'est des frais d'acquisition qui sont capitalisables entre la bâtisse et le terrain. Puis là, il faut faire la ventilation bâtisse-terrain selon le rôle foncier, généralement. Fait que notre coût d'acquisition qu'on va amortir pour la bâtisse, ça va être la bâtisse acquis plus ses frais d'acquisition. Ça, c'est des dépenses en capital aussi. Exact. On a Amine qui demande, est-ce que l'amortissement est toujours basé sur le prix d'acquisition, moins l'amortissement, ou s'il y a une certaine inflation par rapport à l'immeuble? Non, c'est toujours le coût historique d'acquisition plus les ajouts de dépenses en capital. Et le sol, on amortit à 4 par année. On amortit toujours sur le sol dégressif, le sol qui reste non amorti, résiduel. Mais c'est toujours sur un coût, c'est pas sur la valeur marchande. Hey Patrick, je t'annonce pour moi. D'usage qu'on ne parlera pas. Je t'annonce que pour moi, tu n'as jusqu'à midi, il y a des questions qui rentrent. Kevin qui pose la question, les dépenses pour aller au bloc appartement,
auto, gaz, assurance auto, comment ça fonctionne exactement pour mettre ça dans nos dépenses? Ben, en réalité, les frais de déplacement, lorsqu'on possède un immeuble locatif, quand on a juste un immeuble, c'est très difficile de déduire les frais de déplacement. Parce que le ministère, la position, c'est tous les déplacements pour aller collecter les loyers, les locataires, pour aller voir son comptable. Et tout ça, c'est pas des frais admissibles. Ils considèrent que c'est des frais, des dépenses personnelles. Par contre, il y a une souplesse au niveau de quelqu'un qui a un immeuble à revenu qui fait l'entretien ou les travaux lui-même. On imagine la personne qui a un immeuble à revenu, c'est une personne qui est habile de ses mains, qui fait tous les entretiens. Il a son pick-up ou sa voiture pour transporter ses outils et tout ça. Il fait les réparations lui-même. Ben là, il y aurait certains frais de déplacement, de frais de véhicule qu'on pourrait déduire parce qu'on payerait quelqu'un. On aurait une facture d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui ferait les travaux qu'on pourrait déduire. Fait que là, il y a une souplesse à ce niveau-là. Par contre, à partir du moment où on possède plus de 2 immeubles, là, les règles sont plus souples. Parce que là, les déplacements entre les immeubles sont considérés comme des déplacements pour gagner du revenu. Fait qu'à partir du moment, quelqu'un qui a un parc immobilier de plusieurs portes, que plusieurs immeubles, mais là, oui, on pourrait calculer tous les déplacements avec un registre et regarder les frais de véhicule et tout ça pour mettre un pourcentage affaires locatif versus un pourcentage personnel qui n'est pas déductible. Excellent. Très bonne réponse. Je faisais juste vérifier si tu savais la réponse. OK. On s'en va avec Michael Allen qui demande, fais attention à ta réponse là-dessus, Patrick. Si j'ai plusieurs immeubles à revenus présentement, est-ce que les formations IMO-Facile sont déductibles d'impôts? Michael. La position du ministère au niveau des frais de formation, que ce soit des frais de formation en immobilier ou que ce soit des frais de formation dans n'importe quel autre domaine, c'est qu'il faut faire la nuance entre des frais de formation continus pour conserver nos connaissances ou garder nos connaissances à jour et l'autre nuance de dire est-ce qu'on investit dans notre savoir pour acquérir des nouvelles connaissances dans un nouveau domaine. Fait que, bref, la réponse, c'est ça pourrait être déductible en partie, en totalité ou un certain pourcentage. C'est du cas par cas. Fait que je donne l'exemple, quelqu'un qui a plusieurs immeubles locatifs, oui, puis des formations, il faudrait regarder les formations si, par exemple, c'est un coaching. Il faudrait regarder les formations sur quel sujet. Si on a des sujets sur la gestion des immeubles, la gestion des locataires, la gestion des travaux, et tout ça pour quelqu'un qui a déjà plusieurs immeubles, plusieurs pas, ça serait de la formation continue sur des connaissances qu'il a déjà. Il est déjà propriétaire d'un immeuble, il gère déjà des locataires, fait qu'il veut améliorer sa gestion, maintenir ses connaissances pour augmenter sa rentabilité. Fait que ça pourrait être déductible comme frais de formation. Parfait. Toujours l'exemple, quelqu'un qui a des immeubles à revenus, mais qui suit des formations en flip, en chalet locatif, mais qui n'en a aucun. Jamais fait de flip, il n'y a pas de chalet locatif. Là, ça pourrait peut-être être plus difficile à déduire parce que le ministère pourrait invoquer qu'on ait des nouvelles connaissances dans un nouveau domaine. Fait que dans un cas comme ça serait une dépense en capital. Mais c'est une dépense en capital, malheureusement, qui s'ajoute à aucun bien. Il n'y a pas de catégorie d'amortissement. Fait que c'est une dépense en capital qu'on ne pourra jamais déduire. OK. Dans le cas que ça, c'est que moi, j'utilise tout le temps l'exemple, tu t'en vas faire un cours de macramé. OK? Oui. Ben, le cours de macramé, si tu fais pas du macramé puis tu vends pas ce produit-là, tu seras vraiment capable de le déduire. Fait que les gens comprennent bien d'habitude. Puis ça m'a marqué, moi, ma mère a fait du macramé une bonne partie de sa vie. Puis ça m'a marqué. Là, elle a fini, inquiétez-vous pas. Oui. Excellent. C'est qu'en passant, Coaching Double, il nous reste 5 places. On a parti un nouveau groupe et il nous reste, on a 19 personnes et il nous reste 5 places. Si vous avez de l'information, c'est le temps de venir nous voir. Kevin, je pouvais pas manquer ça, Patrick, là, la porte est ouverte. Quelles sont la dépense en capital ou la dépense comment on appelle ça, en courante la plus oubliée que tu vois dans tes rapports d'impôt? Bonne question, ça, Amine. Les frais de SCHL. Ah oui? On disait que les frais de SCHL sont déductibles sur 5 ans, mais souvent sont noyés dans le financement. On n'a pas l'information et tout ça, fait qu'on ne les déduit pas sur 5 ans. Parce que les frais de SCHL,
la CHL, c'est quoi? C'est une garantie de prêt. Une Ouais. garantie de prêt, puis c'est considéré un peu comme c'est un frais de financement, mais ça peut être même s'apparenter à quasiment un frais d'assurance. C'est juste qu'on ne peut pas le déduire dans l'année où est-ce qu'on achète l'immeuble à 100%. Il faut le répartir sur 5 ans parce que c'est considéré comme un frais de financement. Excellent, parfait. Souvent, on peut l'oublier. Fait qu'il faut toujours poser la question aux gens quand ils achètent un immeuble, est-ce que la mise de fonds, généralement, on voit que la mise de fonds, tu sais, moi, en ayant beaucoup de gens en immobilier, puis en ayant, moi, même propriétaire, moi, d'immeubles et tout ça, en ayant fait des dossiers, la mise de fonds vient nous indiquer s'il y a des frais de SHL ou non, bien souvent. Quelqu'un qui a donné une mise de fonds de 30 il y a des bonnes chances qu'il n'en ait pas. Quelqu'un qui a donné juste le 5 ou 10 ou 15 il y a des bonnes chances qu'il y ait des frais de SHL. Fait que là, il faut demander l'information pour avoir ce frais-là. Parfait. On a une question de Mélissa qui demande, j'ai ma maison, j'utilise l'équité de ma maison pour aller acheter un immeuble à revenu. Est-ce que l'intérêt supplémentaire que je paye sur ma maison est déductible d'impôt dans mon immeuble à revenu? La réponse, c'est oui. La façon dont ça fonctionne pour la déduction des intérêts, c'est le lien direct de l'utilisation de l'argent pour le financement. Fait que c'est pas le bien qui est financé. Il y a des gens, des fois, que j'entends dire, ben, c'est un financement sur ma maison personnelle. J'ai refinancé ma maison personnelle, donc c'est pas déductible parce que c'est ma maison personnelle. C'est pas ça. La question qu'il faut se poser, c'est le refinancement, l'argent. Si on veut faire la trace d'où s'en va l'argent, dans quel but, il faut que ce soit dans le but de gagner un revenu. Donc, l'hypothèque de la maison, l'argent sur le refinancement s'en va pour l'acquisition d'un immeuble locatif qui est dans le but de gagner un revenu, fait que c'est une dépense d'intérêt déductible. L'inverse pourrait être vrai. On refinance un immeuble locatif pour s'acheter une résidence secondaire personnelle, un chalet sur le bord d'un lac. Ben, c'est pas parce qu'on a refinancé l'immeuble locatif que c'est une dépense d'intérêt dans l'immeuble locatif déductible. L'utilisation de l'argent, la traçabilité du lien, où est-ce que s'en va l'argent? Ça s'en va pour une raison personnelle, pour un but personnel, un chalet. S'il n'y a pas de revenu qui est gagné sur le chalet et tout ça, ben, on ne pourrait pas déduire ce refinancement-là, les intérêts dans l'immeuble locatif. Excellent. J'ai Christelle Hunelin qui me demande, j'ai un loyer à un locataire à 1100 par mois. Je vais lui donner un break parce qu'il fait de l'entretien du building. Ça, c'est l'équivalent de 100 pièces par mois. C'est quoi la meilleure façon du côté fiscal pour pas que je sois désavantagé et que lui non plus? Bien, là, c'est toujours le conflit entre, je dis toujours entre acheteur-vendeur. Là, c'est le conflit entre propriétaire-locataire. C'est sûr que moi, je recommande toujours de mettre le plein loyer, d'avoir une dépense de concierge. Peu importe. Mais ça l'engendre que la personne qui est là, elle, théoriquement, dans ses revenus, il faut qu'elle déclare un revenu de travailleur autonome. Parce que nous, on va avoir une dépense de sous-traitance, de sous-contrat ou d'entretien. Il va falloir théoriquement le déclarer, faire un feuillet qu'on appelle TECATA en fin d'année. Fait que la personne, il faut qu'elle déclare ces revenus-là. Fait que bien souvent, c'est là que ça accroche, c'est que la personne vient dire, mais fais-moi une réduction de loyer, au moins je vais payer moins de loyer, puis je n'aurai pas besoin de m'imposer. Mais au niveau fiscal, pour le propriétaire, avoir un revenu plus élevé qu'une dépense ou avoir un revenu moins élevé, pas de dépense, c'est la même affaire au niveau fiscal pour le propriétaire. Mais il y a un avantage pour le locataire qui offre les services de s'imposer ou non. Encore là, Ghislain, toi, tu pourrais peut-être répondre au niveau de la présentation des chiffres au niveau du multiplicateur du revenu brut, revenu net. Si tu veux d'avoir des revenus plus élevés, moins de dépenses ou l'inverse, ça, c'est fiscal. Mais au niveau fiscal, souvent, le problème qu'on voit, c'est que la personne qui fait ne veut pas s'imposer. Exact, parfait. Oui, c'est vrai, exactement. Fait que souvent, on essaie d'avoir le plus souvent possible des factures, mais c'est pas tout le temps possible. Fait qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on est mieux de faire. On a Eric qui pose une question qui va se répondre quasiment par oui ou non. Une réparation de solage, une fissure, est-ce une dépense courante? Une réparation, oui. Parfait. J'ai peut-être une quarantaine de questions qui s'en viennent, Patrick. Fait qu'on va essayer de raccourcir la réponse. Parfait. En donnant le maximum aussi. Pouvez-vous expliquer brièvement la dépense courante et capitale? Michelot, je te suggère de réécouter l'enregistrement. Tu vas l'avoir disponible tant que tu veux. On en a parlé au début. On explique ça très bien. Raphaël qui demande quel remboursement de TPS TVQ on peut avoir.
si on rénove un immeuble qui est détenu personnellement? Si c'est du revenu, si c'est du locatif résidentiel, il n'y a pas de récupération. TPS-TVQ, c'est pas taxable. Hey boy, on a une question ici, fais attention à la réponse, là. Est-ce qu'on peut déduire des dépenses qu'on paye cash avec facture papier et sans facture papier? Ben, une dépense pas de facture pour le ministère, c'est une dépense fictive. Sans pièce justificative, c'est pas déductible, considère que c'est une dépense fictive. Fait que ça Okay. s'appelle une justificative. Et si on a une dépense avec un travailleur autonome, on paye cash, il nous fait une facture papier, mais le gars, il n'y a pas de compagnie. Est-ce qu'on peut la déduire? Généralement, si on a une facture de la personne avec son numéro d'assurance sociale, s'il n'y a pas de compagnie puis il n'y a pas de numéro de TPS-TVQ, il nous fait une facture, ça prend ses coordonnées avec son numéro d'assurance sociale, même si on le paye cash, c'est quand même bien. Et la facture va servir de pièce justificative. Comme on a son numéro d'assurance sociale, en fin d'année, il va falloir faire une déclaration, soit un TCATA, ou si c'est de la main-d'œuvre, il y a un formulaire TP 1086 pour éviter le travail au noir. Mais la réponse, c'est on a une facture avec le nom, les coordonnées, le numéro d'assurance sociale, on peut la déduire, qu'elle soit payée comptant ou par carte de crédit ou d'autre, n'importe quelle autre façon, ça change, ça l'importe peu. Une réponse assez facile ici aussi. Janine, les frais d'inspection, quand on n'achète pas l'immeuble, peut-on les déduire? Oui. Soit dans une compagnie. Parfait. Je dirais généralement oui. Est-ce que Paul Carpentier qui demande, bon matin, Paul, est-ce que la pénalité d'hypothèque est considérée comme un frais d'acquisition? Par exemple, on casse une hypothèque pour refinancer. Bien, si c'est pour refinancer, généralement, on va pouvoir les déduire comme frais financiers sur 5 ans, ou ça pourrait, il y a plusieurs particularités, ça pourrait être sur la durée du prêt. Mais oui, ça va être déductible. Excellent. On a OI qui dit quel montant peut-on inscrire dans notre déclaration d'impôt pour les dépenses de transport. Je te invite, OI, à écouter la présentation, on en a parlé tantôt. En quoi le fait de reporter l'impôt nous aide à, puisqu'on finit toujours par payer? Bonne question. En quoi le fait de reporter l'impôt nous aide puisqu'on finit toujours par payer? Ben, moi, ce que je dirais, si j'ai le choix de payer $1 au fisc aujourd'hui ou $1 dans 25 ans, je vais prendre la position de le payer dans 25 ans. Puis avec ce dollar-là aujourd'hui, ça me permet de réinvestir. Fait que c'est comme si c'était un prêt du gouvernement sans intérêt. Moi, je le vois un peu comme ça. À chaque dollar que je donne pas à l'impôt, c'est un dollar que je peux mettre comme mise de fonds ou réinvestir. Je peux utiliser l'effet de levier. Puis en plus de ça, ben, ce dollar-là, ben, il n'y a pas d'intérêt. C'est un prêt sans intérêt du gouvernement. Fait que plus on va être capable de reporter, même si on ne sauve pas, ben, on va essayer de reporter le plus possible. Excellent. On a Marc Gaulin qui demande l'achat locatif d'un chalet locatif dont le prix est taxable sur la fiche descriptive. Donc, prix de vente plus TPS, TVQ. Comment ne pas payer ses taxes à l'achat? En réalité, généralement, quand on achète un chalet locatif qui a de la TPS TVQ, la personne qui achète, il faut qu'elle demande des numéros de taxes. Après ça, on fournit ces numéros de taxes-là au notaire. Le notaire, dans le contrat, dans l'acte de vente, va indiquer que l'acheteur est un inscrit. Voici ses numéros de taxes. Donc, il ne paye pas la TPS TVQ. Mais il faut faire attention. Il faut que l'acheteur ait une intention de faire de la location de moins de 31 jours, de la location court terme, pour que ça soit applicable. Ou sinon, les taxes sont payables. Je donne un exemple. Quelqu'un achète un chalet locatif, il y a de la TPS TVQ, mais il a l'intention de l'utiliser personnel ou faire de la location long terme. Ben, il n'y a pas de façon, il faut qu'il paye les taxes. Parfait. On a une autre question de Shérif qui demande, c'est quoi l'avantage pour un vendeur de faire une balance de vente? Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est que le vendeur va fournir une partie de la mise de fonds. Fait que peux-tu expliquer un peu comment ça fonctionne, Patrick? Oui. Ben, en réalité, l'avantage pour le vendeur, il peut avoir deux avantages. Le premier, ça lui permet de vendre son immeuble. Oui, c'est le bon point. Le premier avantage, il n'est pas fiscal. Hein? C'est que des fois, un vendeur n'a pas le choix d'accorder une balance de vente parce que les acheteurs sont réduits. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et le financement est difficile. Fait que le vendeur n'a pas le choix s'il veut vendre son immeuble. Ça, c'est point 1. Point 2, ben, le vendeur pourra avoir un avantage fiscal de s'imposer sur le gain capital sur 5 ans. Au lieu de, sur la portion balance de vente, il y a un calcul à faire. Ça serait possible qu'il puisse niveler son gain capital sur 5 ans au lieu de s'imposer dans l'année de la vente. Mais il y a un calcul à faire, mais ça pourrait être un avantage fiscal.
Parfait. On a Marc-André qui dit, si j'ai un locataire qui me doit 2400 de loyer, il fait une proposition de consommateur, je m'attends à être payé dans 2 ans et demi. Comment dois-je gérer cette perte et ce gain dans 2 ans? En réalité, si vous vous imposez sur les revenus bruts de loyer, ça veut dire que vous allez avoir des loyers à recevoir. Ils ne sont pas encaissés, mais vous êtes imposé dessus. Fait que là, vous pourriez prendre ce qu'on appelle une provision pour mauvaise créance, pour loyer impayé. Oui. Présentement, parce que là, vous n'êtes pas payé. Puis l'année où ce que vous allez être payé, ou au fur et à mesure que vous allez être payé, ben là, vous allez inclure ces revenus-là dans vos déclarations comme si c'était une récupération de la mauvaise créance, parce que la créance n'était pas mauvaise en totalité. Il y a une partie qui a été récupérée. Une autre question, c'est quand on peut, si j'ai un locataire commercial et qui me doit de l'argent, c'est quand on peut dire que c'est une mauvaise créance pour éviter de remettre la TPS TVQ au gouvernement? Et le gouvernement, la position, c'est qu'il faut avoir fait des efforts raisonnables pour récupérer la mauvaise créance et ça prend des faits, des traces dans votre dossier quand vous allez demander. Parce qu'en réalité, la manière dont ça va fonctionner, c'est à partir du moment où vous venez considérer que la créance irrécouvrable, Oui. vous allez demander la récupération de ces taxes-là que vous avez déjà remises. Quand vous avez fait vos rapports de taxes sur les loyers commerciaux, vous avez déjà remis les taxes. Là, vous venez de dire, j'encaisse pas, je veux récupérer mes taxes. Mais pour être capable de les récupérer, ça prend un effort raisonnable d'essayer de récupérer cette créance-là. Donc, il faut avoir des échanges de courriels, des avis, une mise en demeure ou n'importe quoi. Il faut avoir plusieurs échanges qui démontrent qu'on a essayé de récupérer la somme. Puis après certains efforts, après du travail qui a été fait, on n'est pas capable de la récupérer. Fait que c'est pour ça qu'on considère qu'elle est récouvrable. On ne peut pas juste avoir aucune justification, aucun travail qui a été fait, puis juste venir dire, bon, on met une mauvaise créance, récupérer les taxes, puis on n'a pas de dossier étayé. Le ministère va juste refuser la récupération des taxes. Parfait. On a Johnny qui demande, avec la question tantôt, si mon travailleur autonome ne veut pas donner son numéro d'assurance sociale, je fais quoi? Bien, généralement, si la personne a fait de l'entretien, par exemple, sur l'immeuble, dans vos impôts personnels ou dans les impôts de compagnie, il y a un formulaire qu'on appelle un TP 1086, qui est de la main-d'œuvre payée pour l'entretien ou sur une bâtisse. Fait que vous allez mettre le nom, les coordonnées de la personne avec le montant que vous lui avez donné. Là, le numéro d'assurance sociale, vous allez le laisser en blanc parce que vous ne l'avez pas. Fait que ça vient dire au ministère, ça donne une information. Si jamais vous êtes vérifié, vous pourriez avoir une pénalité ou une amende pour ne pas avoir fourni le numéro de l'assurance sociale du sous-traitant. Mais là, dans votre dossier, documenté que vous l'avez demandé à maintes reprises, que la personne a refusé de vous le fournir. Et là, c'est cette personne-là qui pourra avoir une pénalité de l'ARC et des Revenus Québec pour avoir pas fourni une information demandée prescrite par la loi à la personne. D'accord, parfait. Mireille qui demande, si j'achète un chalet locatif personnel, est-ce que je peux retirer les taxes aussi? Si vous faites la location à court terme à moins de 31 jours. Oui. Et après ça, est-ce que je peux le transférer dans une compagnie incorporée? Est-ce qu'il y a un avantage de le passer de personnel à incorporé? Bien là, on vient au même point tantôt entre un immeuble locatif puis un chalet locatif. Si on a juste un chalet locatif, généralement, un chalet locatif, la position, ça va être du revenu locatif. Donc, l'avoir personnel ou dans une Inc., ça dépend des taux d'impôt. Comme je parlais au début, un individu qui est pas loin du 50 va avoir un avantage de l'avoir dans une Inc. Un individu qui est dans un taux d'impôt de 30 peut-être que ça ne vaut pas la peine dans une Inc. Il devrait l'avoir personnel. Par contre, quelqu'un qui se monte un parc immobilier chalet locatif puis en fait une entreprise, une business, là, on pourrait peut-être envisager du revenu d'entreprise. Et là, on aurait un taux d'impôt dans une Inc. à 20 ce qui ne serait pas le cas au niveau d'individu, puis ça serait le taux d'impôt normal. Là, il pourrait avoir un avantage. Parfait. Quand on change de Airbnb à location court terme, est-ce qu'il y a des règles de changement d'usage qui s'appliquent? Ben non, parce qu'un Airbnb, c'est de la location court terme. Parfait, excellent. Les frais d'indemnisation payés aux locataires pour une reprise de logement, est-ce que c'est déductible? Mettons, tu payes ton locataire 500$ pour qu'il fout le camp. Est-ce que ça, c'est une dépense? Oui, c'est une dépense. Il y a une règle fiscale qui vient dire qu'on devrait l'amortir sur la durée restante du bail de la personne. Mettons, la personne a quitte puis il reste 1 an et demi à son bail. Je donne un exemple, un bail de 3 ans. On ne voit pas ça souvent, mais il faudrait l'amortir sur la durée du bail. Mais généralement, en pratique, les montants qui sont versés à des locataires pour quitter, on les met en dépense courantes.
Parfait. OK. Pour une autoconstruction d'une première maison, combien peut-on déduire de taxes payées? Autoconstruction pour sa maison personnelle, Patrick, est-ce qu'elle peut déduire les taxes qu'elle a payées, TPS, TVQ, sur les matériaux et la main-d'œuvre? Ben, généralement, il y a un crédit qui est un crédit remboursable de TPS TVQ pour les habitations neuves. Quand c'est personnel, oui, on peut récupérer un 36 en TPS pour 50 en TVQ, mais il y a des limites puis il y a des maximums. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous construisez la maison, puis quand c'est complété à plus de 90 quand vous avez tout fini les travaux, là, vous faites votre demande, vous avez 2 ans pour la faire. Vous avez fait votre demande et vous calculez toutes les TPS TVQ payées. Là, il y a un calcul qui se fait de 36 de la TPS, 50 de la TVQ. Puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle le crédit pour remboursement de taxes pour habitation neuve. Oui, c'est possible. Par contre, il y a des limites. Je donne un exemple. Si vous avez une maison neuve en haut de 450 000, il n'y a plus de crédit du tout. Là. Entre 200 et 450, il y a une réduction graduelle. Ça dépend de la valeur marchande. Mais c'est possible de récupérer une partie. Excellent. Et si j'achète un chalet locatif, un chalet, je m'en sers personnellement, puis je le loue une fois de temps en temps, est-ce que je vais être obligé de vendre mon chalet avec TPS TVQ? Une question de Isabelle. Oui. Ça, c'est vraiment pas évident à répondre en ligne comme ça. Peut-être qu'Isabelle, je l'inviterai à communiquer avec moi si elle veut plus de détails. La réponse, c'est ça peut être oui, ça peut être non. Ça dépend vraiment des pourcentages. Ça dépend aussi s'il y a eu de la taxe à l'achat. Parce qu'au niveau des ministères, quand on fait de la location de moins de 31 jours, à plus de 90 c'est 100 taxable, on peut récupérer les taxes, on ne paye pas. En bas de 10 c'est considéré pratiquement 100 personnel. Puis entre 10 et 90, là, c'est le pourcentage qui s'applique. Comment on détermine ce pourcentage-là? Il faut faire un calendrier et dire j'ai combien de jours de location de moins de 31 jours, j'ai combien de jours non loués, j'ai combien de jours de location long terme. Là, on fait un calcul de tout ça pour savoir c'est quoi notre portion moins de 31 jours qui est taxable. Et là, après ça, il faut regarder quand on vend s'il y a un impact fiscal en TPS TVQ de vendre. OK. Fait que c'est un petit peu plus compliqué que juste un oui et un non. Hein? Facile. Pas facile. Excellent. Hey, bon matin, Sonia Fortin, en passant. Quelqu'un que je connais très bien. Et on n'a pas eu d'autres questions qui sont rentrées. Un gros merci. Hey, ça donne bien. On finit pile à 9 heures. Un gros merci à toute la gang d'avoir été là. On a presque battu des records de questions, Patrick. C'est incroyable la quantité qu'on a eue. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous d'être là aussi. Manquez pas demain matin, mais jeudi, on revient en force avec Céline Vallière qui va vous parler d'intelligence émotionnelle. Merci, Patrick. Toujours un plaisir de t'avoir en entrevue à le matin. Je pense que ça faisait 2-3 mois. Tu étais venu au début. Oui. Quand on revient, c'est que tu es toujours aussi populaire à travers. Merci. Merci à tout le monde. Puis bon congé férié demain. Merci à toi. Reste avec moi. Envoyez-moi un petit courriel. Puis comme j'explique, à partir de la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, début de l'autre semaine, on va avoir un peu plus de disponibilité. Excellent. Un gros merci à toi, Patrick. Reste avec moi en ligne. On va quitter maintenant et on se revoit jeudi matin. Merci la gang. Bye. Merci, au revoir.